Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Avant de commencer cette story time, je vais vous demander s'il vous plaît de faire des invocations pour un petit garçon qui s'appelle Ryan. Actuellement, tout le Maroc et tous les pays qui suivent ce qui se passe au Maroc sont en train de retenir leur souffle parce que voilà, il y a un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Ryan qui est tombé dans un puits et qui est actuellement emprisonné depuis 2 jours. Je suis en live tout ce qui se passe, comme on dirait, minute par minute. J'espère de tout cœur qu'on va voir ce petit garçon ressortir de ce puits, retrouver le bras de ses parents, surtout sa maman. Hier, la pauvre, elle avait les yeux dans le vide quand ils étaient en train de lui faire l'interview et tout. Ça m'a grave émue. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver et de vous faire cette story time de malade que... Ah, j'ai cru que j'avais une tâche. Cette story time de malade que je vous ai trouvé. Non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On a les sociaux du gars qui raconte à l'imam comment ça se passait et tout ça. Tout ce qu'il a vécu, l'imam nous a fait écouter quelques audios que je vous ai traduites et vous laissez le temps de prendre votre petit snack. Pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Turquie. Il faut savoir que moi, la Turquie, c'est vraiment mon pays coup de foudre. Coup de foudre. Et surtout, ça se passe dans ma première ville que j'ai visitée en Turquie, à savoir Istanbul. C'est un garçon qui s'appelle Aymen. C'est à lui que cette story time horreur, et c'est qu'à de le dire vraiment horreur, lui est arrivé. À l'époque de cette histoire, il a 20 ans. Aujourd'hui, il en a 26. Et c'est un jeune garçon yéménite. Il est né au Yémen, il a vécu au Yémen toute sa vie jusqu'à ses 20 ans. Et c'était un élève plus que brillant, c'est vraiment un QI extraordinaire. Il arrivait toujours le premier, que ce soit de la primaire jusqu'au lycée, il était toujours le premier. Il excelle vraiment dans ses études, il est vraiment brillant. Et il a un rêve dans son fort intérieur, lui, c'est d'intégrer une université qui se trouve à Istanbul et qui s'appelle l'université de Orta Doğu. Donc je ne sais pas s'il y a des Turcs aussi qui me suivent, vous me direz si la prononciation, je vous ai pas trop, j'ai pas trop massacré ça. Donc, et cette université là, elle se trouve à Istanbul et apparemment pour l'intégrer, il faut vraiment que tu sois une tête. Lui, dans sa tête, c'était déjà sûr et acquis, élève brillant, il a toujours excellé. Donc le mec, tellement qu'il était sûr de lui, sûr de ce qu'il voulait, il parlait donc le yéménite, l'arabe, parce que c'est sa langue maternelle. Ensuite, il apprend l'anglais parfaitement. Et comme il était sûr de lui, qu'il irait dans cette université et qu'il l'intégrerait et qu'il devrait pour ça donc quitter le Yémen et y aller en Turquie, le mec va apprendre la langue turque et il va l'apprendre juste en quelques mois et le parler couramment. La fin du lycée et bien évidemment il réussit tous ses examens et c'est le premier. Et son père, il est tellement fier de lui, qu'il lui dit que toi, tu mérites vraiment de voler, de briller et je veux pas que tu t'arrêtes là. T'es trop scolaire, t'es trop intelligent, tu mérites vraiment de réussir encore plus tes études et vraiment d'acquérir tout ce que tu désires dans ce domaine-là. Donc, ce que je vais faire, mon fils, c'est que je vais t'envoyer en Turquie pour finir tes études. Donc, Aymen, il envoie tout son dossier et bien évidemment, quand Istanbul
ont le dossier de Ayman avec ses bulletins scolaires, que le mec il a toujours été une tête brillant, etc. Bah, bien sûr qu'ils veulent un élève comme ça dans leur école, donc ils acceptent directement. Donc là, quand la rentrée scolaire ça approche, et ben Ayman, en fait, son père il décide de l'envoyer 2 jours avant son intégration à l'université. Je te coupe ton billet, tu pars 2 jours, comme ça tu fais un peu de repérage et voilà, tu as le temps de t'installer tranquillement. Et mon fils, bah, que tu t'aides et Inch'Allah, que toujours tu excelles et tu restes toujours aussi brillant et rends-moi encore plus fier de toi avec ta mère et tes frères et sœurs. Et voilà Ayman dans l'avion pour Istanbul. Ayman sur place, il a ni amis, ni connaissances, ni famille. Il est vraiment tout seul. Donc ce qu'il fait, c'est quand il sort de l'aéroport, bah, il interpelle un taxi et il lui dit écoute, voilà, moi je suis venu pour finir mes études. Il lui raconte un peu sa petite life et il lui dit là j'ai besoin que tu me ramènes dans un hôtel pas très loin de la ville, comme ça, pas trop cher aussi, juste pour 2 nuits, tu vois. Je veux pas un truc fastueux s'il te plaît, je veux vraiment un truc qui est pas cher, mais surtout, plus important pour moi, c'est que ce soit propre et que ce soit un endroit respectable. Donc là voilà Ayman avec le taximan en direction de Sultan Ahmed. Pour ceux qui ont déjà eu la chance comme moi de visiter la Turquie, c'est vraiment le centre, c'est vraiment là où il faut être, surtout quand c'est ta première fois en Turquie. À Istanbul, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour t'as tout à proximité, t'as la mosquée bleue, t'as Topkapi, t'as Hagia Sophia, t'as le grand marché là, t'as tout, c'est génial. Et c'est là-bas qu'il le ramène, et il le ramène précisément à Sultan Ahmed, et il le ramène dans un hôtel. Ayman, il veut pas donner le nom de l'hôtel pour pas leur faire une mauvaise pub, il nous donne juste les 2 premières lettres. Donc c'était A suivi d'un N, hôtel. Et quand le taxi est en train de lui décharger ses valises, bah, Ayman il sort du taxi et il regarde comme ça la devanture de l'hôtel, ça lui plaît, ça fait familial, ça fait cosy, il se sent rassuré, et surtout ses yeux instinctivement presque, ben il tombe sur une fenêtre, sur un balcon au dernier étage, pardon. Il veut cette chambre. Ça prie dans sa tête et dire mon Dieu, fasse que cette chambre elle soit vide, fasse que cette chambre me soit destinée à moi. Instinctivement, avec le réceptionniste, ben, ils sentent que les deux, ils viennent de pays arabes. Parce que Ayman, comme je vous ai dit, il venait du Yémen, et le réceptionniste, il va s'avérer qu'il vient de la Syrie. Et Enta Arabi, tu es arabe? Alors Ayman il lui répond oui, moi je suis du Yémen, et toi la Syrie. Malgré que même s'il serait tombé sur un réceptionniste turc, il n'aurait pas de problème, parce que je vous ai dit que lui il avait appris à parler le turc couramment, tellement que le gars était sûr que voilà, je vais aller en Turquie. Très heureuse de t'accueillir parmi la clientèle de notre hôtel. Tu verras, c'est un hôtel qui est très chaleureux, il y a beaucoup de touristes, tu vas te sentir trop bien, etc. etc. Est-ce que tu es venu en vacances ou tu viens pour travailler? Il lui dit non, je viens pour finir mes études, je souhaiterais avoir une chambre si possible de 2 nuitées. Donc là, le réceptionniste lui dit que eux ils faisaient les chambres à 11 $ la nuit, et que cette chambre, c'était 2 chambres séparées d'un salon avec une salle de bain et hachakoum, des toilettes. S'il te plaît, je vais te demander un grand service, s'il te plaît. Le réceptionniste, il le regarde et lui dit oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc il lui dit écoute, quand je suis descendue du taxi, mes yeux instinctivement ils sont tombés sur la chambre, tu sais, où il y a un balcon qui est un peu en coin, et j'ai l'impression que voilà, elle a une belle vue, ça se dirige droit vers la mosquée bleue et tout. S'il te plaît, je veux vraiment résider dans cette chambre. Si elle n'est pas prise, si elle est vide, je voudrais bien que tu m'enregistres dessus. Il le regarde et lui dit écoute, vu que toi et moi on est arabes et je te considère vraiment comme mon frère,
mon petit frère, s'il te plaît, je te passe toutes les autres chambres que tu veux, mais je te passerai pas celle-là. Je sais de laquelle tu me parles, c'est exactement la chambre 133, mais je te la passe pas. Cette chambre, en fait, elle appartient à un client qui vient toutes les semaines, qui vient tous les lundis et tous les mercredis. Il dort là-bas et à chaque fois, il nous dit de passer la chambre à personne. Et vraiment, c'est un client qui est super chiant, qui est super mauvais, il est vraiment méchant. Et je te jure, c'est un mec, il aime trop les problèmes, il est vieux, mais vraiment, il fait trop mal à la tête. En plus, quand tu le vois, t'es pas rassuré. C'est vraiment quelqu'un qui est mauvais, donc éloigne-toi de cette chambre. Plus, en fait, tu lui dis, ne fais pas cette chose ou ne va pas vers cette chose, et plus lui, Ranid, il est têtu, plus il veut cette chose. Donc il dit, ah non, ben, si elle est vide, je suis désolée, je suis un client comme un autre, tu dois m'octroyer le droit de résider dans cette chambre. En plus, je ne vais pas y résider pendant des jours et des jours, c'est seulement juste pour 2 nuits. Tu réessayes encore de le convaincre, il lui dit, écoute, en plus tu sais, Kifanish, il s'appelle comme ça, le monsieur là qui faisait des problèmes dans cet hôtel là, ce vieux monsieur d'origine turque, il s'appelle Kifanish. Et il dit, ouais, Kifanish, si jamais il le sait, ça va pas lui plaire, il veut vraiment que on la passe à personne. Et là, Ayman, il dit, non, j'ai pas l'intention de changer d'avis. En plus, mon frère, écoute, on n'est ni lundi, ni mercredi. On est jeudi, au plus tard, moi, je quitte votre hôtel samedi matin. Donc, le gars, il en sera vraiment rien. Et quand le réceptionniste, il voit, voilà, que Ayman, il va rester buté sur son idée, il veut vraiment cette chambre, la chambre numéro 133, il va lui dire, ala rahtak, genre, vas-y, comme tu veux. Donc, une fois qu'il l'enregistre, il lui passe sa carte, il appelle le bagagiste, il lui dit, tu le montes à la chambre et excellent séjour à toi. Ils arrivent, c'est au dernier étage, et la chambre, comme par hasard, elle se trouve vraiment toute seule au fond d'un couloir. C'est que tu as toutes les autres chambres qui sont alignées comme il faut, en face à face. Et cette chambre 133 arrive au fond d'un couloir assez flippant. Le bagagiste, il passe sa carte et ils ouvrent la chambre. Et Ayman, quand il découvre la chambre, il est content parce que c'est des grandes baies vitrées, c'est ce qu'il avait vu, il voit le balcon, c'est un salon, ça va, c'est pas mal, il y a une télé, il y a une table basse, il y a un canapé, il voit les 2 chambres, voilà, qui sont sur les côtés, il y a la salle de bain, franchement, il est au top du top. Par contre, la chambre est dans un état dégueulasse, hauteur insupportable. Il y a de la saleté partout, la poussière, on n'en parle même pas. On dirait que c'est une porcherie. Là, le bagagiste, il regarde un peu gêné Ayman et lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, là je vois à ton visage que t'es choqué, mais je vais tout de suite appeler le service d'étage et tu vas voir la chambre. Ils vont te la rendre comme neuf. Le bagagiste, il rigole et il lui dit, tu sais quoi, juste en haut de toi, là, c'est une grande terrasse panoramique. Et on fait aussi restaurant, bar, chicha, etc. Ce que je te propose, c'est que le temps qu'il fasse le ménage dans ta chambre, c'est que tu ailles te poser là-bas, peut-être manger un petit bout. Et une fois que c'est prêt, on viendra te chercher. Et voilà Ayman qui monte sur la terrasse. Donc une fois que Ayman arrive sur la terrasse, déjà il est époustouflé par la vue d'Istanbul. C'est magnifique pour l'avoir fait vraiment quand tu es sur les toits panoramiques en plein Sultan Ahmed. Tu as des frissons partout. Et donc, il est tout seul sur cette terrasse. Il choisit la table qu'il veut. Il s'installe. Quelques minutes après, il y a un serveur qui vient, qui le salue, qui lui ramène le menu, qui lui laisse le temps de choisir ce qu'il avait envie de manger. Une fois que c'est bon, il vient prendre sa commande. Après quelques temps, il lui ramène sa commande et revoilà le serveur qui disparaît. Et vraiment là, Ayman, il est tout seul pour le coup sur la terrasse.
Et là, Ayman, il se met bien. Prêt à commencer à déguster les bons mets de la Turquie. Il prend à peine sa fourchette pour commencer à manger. Et là, il s'arrête net. Parce qu'en face de lui, en fait, il y a un vieux monsieur qui a un regard mauvais et qui a une tête qui l'est tout autant. Et ce vieux monsieur, il est attablé à une table et il est en face de Ayman. Et il y a beaucoup de nourriture sur la table. Et là, Ayman, il est choqué. Il se dit, mais quand je suis monté en fait sur le toit, j'ai vu personne. Là, comment ça se fait qu'il est sorti d'où, lui? Bon, il se dit peut-être qu'il n'a pas prêté attention parce qu'il est un peu fatigué, qu'il n'a pas beaucoup dormi, il commence quand même à manger. Mais sauf qu'à chaque fois qu'il lève les yeux, qu'il lève la tête, il voit que le vieux il le regarde toujours et toujours aussi méchamment, toujours aussi avec insistance. Et là, Ayman, il commence vraiment à se sentir mal, à sentir une sensation étrange en lui, à ressentir de la peur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à appeler le serveur. Bien, il passe à côté du vieux, normalement, comme si en fait il ne le voyait même pas. Et il dit à Ayman, ça va, tout se passe bien, la nourriture est bonne, vous avez besoin de quelque chose? Et Ayman, il lui dit, oui, en fait, c'est... Et il s'arrête comme ça, choqué. Il voit en fait qu'il n'y a personne. Mais il n'y a plus le vieux, mais surtout il n'y a plus la tonne de nourriture mélangée avec des détritus sur la table. Il n'y a rien. Donc là, Ayman, il n'est pas bien. Il est même un peu honteux. Donc il trouve vite un sujet pour pallier le silence. Et il dit, non, en fait, je voulais juste te demander comment ça se fait. La nourriture, elle est si bonne. L'endroit est si calme. On a une vue vraiment panoramique de ouf. Comment ça se fait que vous n'ayez pas plus de clients que ça? Tu es venu en fin d'après-midi, là il est 5 heures. On n'a pas beaucoup de clientèle à ces heures-ci, mais par contre, le soir, je te jure que tu ne trouves même pas la place pour mettre ton pied tellement que on a de la clientèle. Une fois que Ayman il a fini de manger, il se lève, il paye, il descend et en descendant quand même, il se retourne, il regarde la table et il se dit, purée, j'ai une grosse hallucination. Il faut vraiment que j'aille dormir. C'est peut-être le jet lag là qui m'a fait jouer un tour comme ça. En se dirigeant dans sa chambre, vers sa chambre, il tombe sur l'homme de ménage qui venait de lui ranger sa chambre. Il le savait parce qu'il revenait du couloir et avec des seaux et tout ça, avec des produits ménagers. Et c'était la seule chambre qui était là-bas. Et il lui dit, excusez-moi, vous êtes le nouveau locataire de cette chambre? Et Ayman lui dit, oui, c'est moi qui réside dans la chambre 133. Il lui dit, c'est bon, j'ai fait tout le ménage, tenez votre carte. Donc Ayman récupère sa carte et il commence à repartir. Et là, l'homme de ménage l'arrête à nouveau et lui dit, excuse-moi mon fils, tu es d'origine arabe? Et Ayman qui lui répond oui. Et il lui dit, moi je suis turc. Il lui dit, il n'y a pas de problème, moi je sais parler en turc, si vous avez besoin de quelque chose ou besoin de me dire quelque chose, on peut échanger facilement. Écoute mon fils, un petit conseil de ma part, laisse-moi tout de suite descendre à la réception et leur demander de te donner une autre chambre. Parce que cette chambre, elle n'est pas bien. Et la personne qui réside là, qui fanish, est dans la tête à Ayman, il se rappelle de ce prénom parce que c'était le prénom que le réceptionniste syrien lui avait dit. C'est un mec qui fait trop de problèmes. Voilà, s'il te plaît, ne réside pas là. Tu as l'air d'être un bon garçon, tu as l'air d'être une personne de bonne famille. Franchement, quitte cette chambre. Merci de vous inquiéter pour moi, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas un long séjour ici, j'ai un séjour que pour 2 jours. Et à la réception, on m'a dit que voilà, Kefanish, il venait que le lundi et le mercredi. Donc voilà, moi je serai partie, il ne sera même pas qu'il y a quelqu'un qui a résidé dans la chambre. L'homme de ménage turc, il le regarde et il dit,
Allahumma inni kad ballagt. Ça veut dire que Dieu me soit témoin que j'ai mis en garde. Que Dieu me soit témoin que j'ai mis en garde. Et il fait de répéter tout ça tout en quittant le couloir et tout en s'éloignant de Ayman. Bon, Ayman, il est un peu surpris. Il se dit dans sa tête, mais lui, le mec là, le Kifanish, c'est un tyran ou quoi? Il les a vraiment traumatisés. Puis il se dit, de toute façon, je calcule pas, je vais jamais le voir. Le mec, il saura jamais que j'ai été dans cette chambre. Il passe la carte, il ouvre la porte, il rentre à peine dans la chambre et il dit qu'il sent Kish'arira. Alors, Kish'arira en khaliji, ça veut dire il sent des frissons, la chair de poule partout l'envahir. Et il s'arrête. Et il respire et il se sent pas bien. Et lui, il faut savoir, Ayman, que il y croit aux histoires de démons, de possession, de sorcellerie et tout ça, il y croit. Et là, il a plus du tout envie d'y croire. Donc il se dit, relax, ça va bien se passer, a'oudou billah. Il dit des protections et il referme la porte derrière lui. Va décider d'aller prendre une douche, de dormir au moins 2 heures pour le soir se réveiller, aller faire un petit tour dans Istanbul, faire un peu de repérage et sortir quoi, découvrir la ville de son cœur. Et là, Ayman, il va dans la douche, il commence à se laver, et au bout d'un moment, il a l'impression que dans le salon, il entend la voix d'une femme avec celle d'un enfant en train de parler. La voix d'une petite fille. Et puis il se dit, pourtant j'ai pas allumé de télé, c'est quoi ça? Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va éteindre l'eau, étendre l'oreille pour écouter. Et une fois qu'il éteint l'eau, il n'entend plus la voix de la femme ni la voix d'enfant. Bon, il se dit vraiment, j'ai vraiment besoin de rattraper mon sommeil. Et il rallume l'eau et il continue sa douche. Mais au bout de quelques minutes encore, il réentend ces mêmes voix. Bon, là, il éteint, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et il retend l'oreille une seconde fois. Mais plus rien. Et là, il commence à dire des protections. Il faut que j'arrête vraiment d'halluciner. Il faut que je me détende. Il faut que je me calme. Ça va. Et il rallume l'eau. Et la 3e fois, au bout de quelques minutes, il va entendre la télé de la chambre qui s'est allumée, mais avec le son à fond. Si bien que le pauvre, il a vibré dans la baignoire et il ressort en panique. Il tire une serviette, il la met autour de sa taille et il sort de la chambre, de la salle de bain. Il arrive dans le salon et il reste bloqué en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a allumé la télé? Il prend la télécommande un peu tremblant comme ça, il éteint et il dit, mais c'est quoi ça? Bon, il reste là quelques minutes à observer autour de lui et la seule logique qu'il aura à ce moment-là, c'est de se dire, j'ai besoin de sommeil. Il va s'habiller et il va décider de faire cette fameuse sieste pour arrêter d'avoir des hallucinations. Et lui, il faut savoir, Ayman, il nous dit qu'il a une habitude, c'est depuis qu'il est petit, quand il dort, il a une montre au poignet. Toujours, il enlève la montre, soit il la pose sur la table de chevet, ou soit dans le tiroir. Là, pour le coup, il y avait un tiroir, donc il a ouvert ce tiroir, il a mis sa montre, il a repoussé, il se tourne sur son côté droit, il lit un peu de sourate et il s'endort. Il se réveille 2 heures après. Il était, comme il nous dit, aux alentours de 20 heures. Il est bien, il sent que ça lui a fait du bien, il se sent mieux. Et bon, comme il est levé, il tire le tiroir pour mettre sa montre. Et en voulant refermer le tiroir, ses yeux vont tomber sur un livre. Et ce livre, il a une apparence qui l'intrigue,
qu'il a une apparence voilà, qui éveille sa curiosité. Donc il va plus tirer le tiroir, mettre ses deux mains, prendre ce livre, le regarder un peu comme ça sous toutes les coutures, et il y a un titre dessus en turc, mais lui il nous l'a traduit en arabe. C'était les 7. Bon, il n'a jamais entendu parler de ce livre ou vu un livre avec une devanture noire, c'est intriguant et tout ça. Donc ce qu'il va décider de faire, c'est de l'ouvrir et voir de quoi ce livre parle. Et il commence à lire. Il commence à lire, à feuilleter, et là il bloque. Il recule le livre comme ça, il rigole et il commence à dire « Aoudou billah ». C'est quoi ça? Il est choqué. En fait, le livre qu'il avait entre les mains, c'était un livre où dedans il y avait des signes qui montraient bien que c'était un livre qui parlait de sorcellerie. Et tombe justement sur une page qui parlait de comment faire apparaître un génie, si tu veux, qui soit ton servant. Si tu veux apparaître une génie femelle pour qu'elle soit genre comme ta compagne, dessin, des formes d'étoiles, des lettres à l'envers, des mots arabes à l'envers, il le referme instinctivement comme ça et il va vers le balcon, il ouvre la fenêtre du balcon, il prend le livre et il le balance. Et là, tout en se préparant, il va entendre quelqu'un venir frapper à la porte. Mais cette personne qui est en train de frapper à la porte, elle est déterminée parce que ça dit pas frappage, son toquage, ça aussi ça dit pas mais j'invente des mots, son toquage là, il est violent. Ça montre que la personne en fait, c'est pas une personne de l'hôtel, c'est une autre personne. Donc là, Ayman, il va vers la porte de la chambre pour ouvrir, il est un peu énervé, c'est qui cette personne qui se permet comme ça, voilà, de tambouriner à la porte comme ça, comme un fou. Et quand il ouvre la porte, il a un mouvement de recul. Devant lui, il voit l'homme que le réceptionniste et l'homme de ménage lui ont décrit. Un vieux monsieur, petit de taille, un peu grassouillé, avec une peau tombante et ridée. Il disait que sa peau, il avait l'impression que c'était des écailles des poissons. Il avait une odeur mauvaise en lui et une forte odeur d'alcool. Ayman, il se dit dans sa tête, il ne faut pas que je lui montre que j'ai peur de lui. Donc il se réavance et il s'impose et il met sa main comme ça sur la porte en lui disant « Tu veux quoi ?» Le mec, il le regarde de haut en bas et qui pousse violemment Ayman, le pauvre. Il a que 20 ans, il était chétif, il peut rien faire contre une belle personne. En plus, il n'oserait même pas la pousser ou la toucher de par son âge. Et qui rentre dans la chambre et qui se dirige tout droit vers la chambre. Et qui se dirige encore tout droit vers la table de chevet. Et qui ouvre le tiroir. Et qui cherche. Et qui claque. Et qui crie. Et qui retourne la chambre. Et à un moment, Kifanish, il va se retourner vers Ayman avec des yeux menaçants, des yeux qui montrent la mauvaise personne qu'il était et qui lui dit « Il est où le livre ?» Ayman, il sait très bien de quel livre là Kifanish est en train de lui parler. Donc quand il voit la colère qu'il avait en lui, les yeux, sa détermination, comment il est rentré dans sa chambre, comment il ne l'a pas respecté, il lui dit de quel livre vous parlez? Kifanish, il lui dit ici il y avait un livre, il est noir, il est comme ci, comme ça, le titre c'est ça, il est où? Et c'est ça sa place, il sort jamais d'ici, il est où? Et donc là, il sait qu'il est grillé. Donc il lui dit ah oui, j'ai vu un livre que j'ai pris, que j'ai lu, et j'ai trouvé les choses bizarres qu'il y avait à l'intérieur. Et on ne peut pas avoir des livres comme ça. Voilà, donc j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai balancé. Et si tu veux me faire du mal, ou si tu comptes me faire du mal parce que j'ai fait ça,
je vais appeler la police et je vais leur dire que tu fais de la sorcellerie. Fanish, il va s'avancer vers Ayman et lui dire 155. Fais le 155 pour la police. Ayman, tu vas vraiment regretter ce séjour. Et là, Ayman, il recule, il panique, son cœur, il l'entend dans ses oreilles tellement qu'il a peur. Pourquoi? Il est en train de se dire, mais comment le mec, comment Kefanish, il connaît son nom? Anish, il part. Directement quand il quitte la chambre, Ayman, il court derrière, il verrouille la porte, il court à la fenêtre, derrière le rideau, il regarde s'il voit Kefanish qui va apparaître, et quand il le voit dans la rue et s'éloigner dans la rue, il descend à la réception et il est énervé. Il leur dit comment ça, vous l'avez laissé monter dans ma chambre, vous savez qu'il est dangereux, il m'a violenté, il a fouillé dans mes affaires, vous lui avez dit mon prénom, tatati tatata. C'était un réceptionniste turc. Donc là, le dialogue, il se faisait entre Ayman et la réceptionniste en turc. Ah, écoute, nous, apparemment, le réceptionniste de l'après-midi t'avait prévenu que voilà, ce mec, il est super instable, il est super méchant, c'est vraiment une personne mauvaise, même moi, il me fait peur, et personne ici n'ose voilà, s'opposer à lui. Pour nous faire pardonner, bah, on te laisse finir le séjour à nos frais, mais il faut vraiment que tu changes de chambre, il ne faut pas que tu restes dans cette chambre parce que sinon, voilà, tu vas avoir de gros problèmes avec lui. Là, Ayman, tous ces propos-là, lui, il veut pas les entendre, il veut pas les écouter. Bah, tu sais quoi, je reste dans cette chambre et même peut-être que je vais rajouter des jours parce que moi, contrairement à vous, j'ai pas peur de lui. Une fois qu'il est remonté dans sa chambre, il essaye de faire redescendre sa pression et les nerfs. Il allume la télé et puis maintenant, il n'a plus envie de sortir parce qu'il se dit quand même qu'il a peur que Kefanish, il le surveille quelque part et que s'il sort, il va lui faire du mal, il va s'attaquer à lui. Donc, il se sentait plus en sécurité à l'intérieur de l'hôtel, enfermé dans sa chambre. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est qu'il va faire un room service et qu'il va dîner dans son hôtel et laisser un peu passer du temps. Et si demain, il n'y a pas d'autres incidents tels que celui-ci, il sortirait. Mais que ce jour-là, qu'aujourd'hui, pour lui, c'était mieux qu'il reste protégé à l'intérieur de l'hôtel. Fini de dîner, il va s'allonger et regarder la télé jusqu'à être endormi. 1h30 du matin, Ayman, le pauvre, il est endormi. D'un coup, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte. Et ça frappe. C'est bien que ça le réveille, le pauvre, en sursaut. Et il est tellement encore dans les vapes, il n'est pas tellement conscient que lui, il pense qu'il y a quelque chose de très grave. Il se dit, ouais, j'ai cru qu'il y avait un incendie, ou il y a qu'un truc comme ça pour qu'on marave comme ça sur la porte. Et quand il va à la porte, il ouvre. C'est qui encore? Kefanish. Mais cette fois, avec un couteau dans sa main droite et un couteau dans sa main gauche. Il essaye de repousser la porte pour la refermer, mais Kefanish, il est, malgré son grand âge, il est encore bien portant. Et donc, lui aussi, il pousse de son côté. Et les deux, c'est un combat. Kefanish, il va réussir à pousser la porte violemment que le pauvre Ayman, il va se manger tout le poids de la porte et tomber au sol à la renverse. Et là, Kefanish qui rentre et qui lui dit je t'avais prévenu et qui lui pose son pied ici et la pression ça l'écrase si bien que ça y est, Ayman il voit les couteaux, il a le pied sur lui, il se dit ça y est, je vais mourir. Et avec la peur et la tension et la pression, Ayman il va tomber dans les vapes. Il se réveille plus tard. Il se réveille à cause de l'appel de la prière de l'Fajr, la prière de l'aube. Donc là, le pauvre, dès qu'il ouvre les yeux, dès que il sent qu'il s'est réveillé, il commence le pauvre à se palper partout, voir si Kefanish il n'aurait pas mis un coup de couteau, s'il l'aurait pas violenté et tout. Bon, il trouve que, alhamdoulilah, que il n'a pas de sang, qu'il n'a pas de blessure, que voilà. Il remarque que la chambre, elle est retournée de la tête aux pieds. Le canapé, les oreillers, les chambres,
tous ses vêtements personnels, tout est retourné. On dirait comme s'il y avait un cambriolage, un ouragan et tout ça. Et il est choqué, il est là, il dit mais c'est pas possible. Quand Kifanish était en train d'essayer de rentrer dans la chambre avec les couteaux, il était là. Ayman, le pauvre, il hurlait dans le couloir, à l'aide, aidez-moi, venez m'aider, à l'aide, aidez-moi, venez m'aider. Mais comme je vous ai dit, sa chambre, elle était éloignée des autres. Et le soir, sur la terrasse, il y a la musique, il y a les gens, donc inaudible sa voix. Donc là, Ayman, il descend à la réception. Il commence à s'embrouiller avec le réceptionniste. Et le réceptionniste, il le regarde et lui dit « Pardon, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. » Il lui dit juste Ayman en turc, tu sais quoi, appelle la police. 10 minutes après, parce que c'était pas si éloigné que ça, le poste de police, si je me souviens, je crois qu'il avait dit c'était à Taksim. Ils arrivent. Une fourgonnette de policiers arrive. Et là, Ayman directement avec les policiers, ils montent dans la chambre et leur montrent le bordel pas possible qu'il y avait. Il lui demande si quelque chose de lui personnel avait disparu. Il est là et dit que voilà, il avait jeté un coup d'œil vite fait, mais que toutes ses affaires étaient là. Mais que voilà, il s'était fait agresser par un vieil homme qui s'appelle Kifanish, qu'il l'avait agressé 2 fois dans la même journée, que la deuxième fois, là, la nuit, quand il est revenu, il était armé de 2 couteaux, il s'était évanoui et que c'est en se réveillant qu'il a découvert tout le bordel qu'il y avait. Et en même temps, les policiers aussi, ils interrogent le réceptionniste, mais comment ça, vous laissez des personnes armées rentrer dans votre hôtel? Le réceptionniste, il est là, il leur jure sur Dieu, mais je vous jure que sur Allah, il n'y a personne qui est venu. Et Kifanish, il n'est pas venu. Il est venu une fois, oui, ça je suis témoin, mais après, je suis restée éveillée, il y a le bagagiste, il y a tout le monde qui peut vous le dire, il n'est pas revenu. Donc là, le policier, entre Ayman qui dit qu'il s'est fait agresser par Kifanish dans l'hôtel et l'autre qui dit qu'il n'est même pas venu à l'hôtel, il commence à devenir fou et il commence à monter en tension. Il va leur dire, bon, vous deux, taisez-vous. Il se tourne vers le réceptionniste, il lui dit, on est d'accord, c'est un hôtel. Le réceptionniste, il lui dit oui. Il lui dit donc, dans l'hôtel, à la réception, au moins, j'ose espérer que vous avez des caméras de sécurité. Et là, le réceptionniste, il dit, bah oui, on a des caméras. Et Ayman, il dit, bah oui, mais moi aussi, je suis bête, j'y ai pas pensé. Venez, on descend, on va regarder les caméras. Il y a aussi une caméra ici, dans le couloir, qui donne justement sur ma chambre. Et vous allez voir que je vous ai pas menti. On voit bien Kifanish la première fois, quand il est venu aux alentours de 20 h et tout ça, et quand il est reparti énervé. Et quand on arrive à l'horaire de 1h30 du matin, quand il y a eu l'incident avec Ayman, on voit bien Ayman qui ouvre la porte, sauf qu'en face de lui, c'est le couloir. Et rien n'apparaît à l'écran. On le voit essayer de pousser la porte, on le voit essayer de faire beaucoup de choses comme ça, de se défendre comme s'il est en train de se battre avec quelqu'un. Mais c'est le vide. Mais après, plus rien. Plus rien. Donc là, les policiers sont énervés, commencent à dire à Ayman, tu sais, ici, on n'aime pas les gens qui veulent se faire remarquer. Tu sais quoi, tu veux jouer au petit malin, tu es arrêté. Donc le policier, il demande à un autre policier de lui mettre les menottes et il l'arrête parce qu'ils ont pour mensonge et pour aussi les avoir fait déplacer pour rien du tout. Et ils lui mettent les menottes et il s'en va comme ça. Et le problème, c'est que le soir, à Sultan Ahmed, c'est vraiment bondé de monde. Donc tout le monde commence à faire un attroupement autour de Ayman. Et Ayman, il a honte. Et là, il dit qu'il y avait énormément de monde et que ça parlait beaucoup et qu'il n'était pas bien. Il jure par Dieu que parmi tous les visages des gens qui étaient là, il voit le visage du mec que je vous l'ai dit, le vieux, quand il est en train de manger, qui est en train de le regarder, avec un sourire mauvais, narquois, une tête, t'as peur. Et il dit à Ayman que son sourire là, c'était comme si il lui disait, mais mon petit, ça ce n'est que le commencement. Et là, Ayman, il était en panique.
Et là, il est monté de force dans le camion de la police. Une fois au poste de police, les policiers, ils lui font encore un interrogatoire. Et le pauvre, il reste sur sa version. Et les policiers, ils en ont marre. Ils lui disent, mais on a vu les images et tu les avais avec nous. Il n'y avait personne. Ça se trouve, c'est toi. Tu as fait ça, nanani. Est-ce que tu consommes de la drogue? Est-ce que tu consommes de l'alcool? Et pour Ayman, ça commençait à partir trop loin. Et surtout qu'ils étaient en train de lui dire, tu verras dès demain, ben, on va te faire comparaître devant un juge. Parce que c'est très très grave de faire déplacer la police pour du mensonge. Donc là, Ayman, il a commencé à avoir mal au ventre, il a commencé à avoir peur. Là, il commence à réfléchir et il dit au policier, est-ce que je peux vous parler seul à seul? Donc là, le policier, il accepte et Ayman, il commence à lui dire, bon, écoutez, j'ai une confidence à vous faire. Voilà, j'ai des problèmes psychologiques. Je suis sous un traitement et malheureusement quand je suis venue du Yémen, ben, j'ai oublié de ramener mon traitement et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu ben, voilà, sortir à Istanbul et trouver une pharmacie pour leur demander voilà, de me fournir ce traitement. J'ai des hallucinations, j'ai des angoisses et c'est dans ma vie. Tu vois, il essaye de l'endormir comme ça. Et il voit que le policier, pour lui, cette version-là, elle est plus cohérente que ce qu'il lui a raconté, qu'il s'est fait attaquer et tout ça et tout ça. Et le policier même, il va le prendre en pitié et lui dire, bon bah là je te comprends plus, je comprends mieux, parce que là je commençais à devenir fou. Donc bon, tu vas rester avec nous jusqu'au matin, quand même, on te garde sous surveillance, et puis demain matin, on te relâche. Et Ayman, il le remercie. Ils le font quand même dormir, le pauvre, en cellule. Et le lendemain matin, il le laisse repartir. Et quand il arrive à l'hôtel, il demande à voir le directeur de l'hôtel. Parce que le directeur avait bien sûr été au courant que hier, il y a eu la police, un client était embarqué parce qu'il a inventé une histoire et tout ça et tout ça. Donc le directeur vient le voir et il lui raconte la même chose qu'il avait dit au policier parce que Ayman, il n'avait pas un si gros budget que ça et 11 $ par jour, bah pour lui ça lui convenait, donc il voulait vraiment rester dans cet hôtel. Bah vas-y, c'est bon, vu que la police ils t'ont relâché et que tu es venu présenter des excuses et qu'on sait la raison de pourquoi tu as fait ce problème hier, ce n'est pas de ta faute. Ayman est content et soulagé et il retrouve enfin sa chambre 133. Ayman, il va prendre sa douche. Une fois que sa douche est finie, ben, il décide de s'endormir que 2 heures et de se lever et enfin pouvoir aller visiter Istanbul. Et là, il est tellement, le pauvre, éclaté, fatigué, qu'il va même pas se rendre compte qu'il va dormir extrêmement longtemps et se réveiller que vers 2h30 du matin. Il est dégoûté, il voulait pas dormir aussi longtemps que ça. En plus, il a fait que des cauchemars de Kifanish qui se disait mais vraiment, si moi je l'ai vu, si les gens le voient, en fait ça veut dire que c'est pas un démon, mais si on l'a plus vu dans la caméra, en fait c'est peut-être que si c'est un démon. Ben, il se posait plein de questions comme ça, tout en réfléchissant comme ça, avec juste la petite lumière de chevet allumée. Ben, il commence à entendre, et c'est là que le croustillant arrive, la peur, la vraie peur arrive. Entendre dans l'autre chambre, ou bien dans le salon, il ne sait pas encore, mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il entend une voix de petite fille qui est en train de chanter. Il se redresse comme ça, il tend son oreille, et il entend cette voix de petite fille qui est en train de chanter une musique. La télé, elle éteint. C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est trop proche, c'est extrêmement proche. Et il n'y a plus la musique fort sur la terrasse, ni le bruit. Là, il se lève, il se dit il faut que je sache d'où cette musique provient, d'où tout ça provient. Il ne veut pas rester comme ça dans l'interrogation. Donc il descend de son lit, il marche vers la porte de sa chambre, il ouvre la porte,
il met sa main comme ça, il allume la lumière du salon, il cherche du regard, il voit rien, il rééteint et il voit comme ça en bas de la porte de la chambre qui lui faisait face à la sienne, de la lumière, comme si il y a des bougies et ça traversait en bas de la porte. Et là il se dit j'y vais pas. Et s'avance vers la chambre qui est en face de la sienne. Et là, il entend cette mélodie de plus en plus fort et cette voix de petite fille qui chante. Et là, il prend en nefes, Amiq, vraiment une grande inspiration. Il pose sa main sur la poignée. Il respire, il n'est pas bien. Il respire, il n'est pas bien. Et il appuie d'un coup sec, tarak, et pousse la porte. Et là, ce qu'il voit devant lui, il n'y croit pas. Il voit une fille qui est assise sur ses genoux. Elle est habillée tout en blanc. Elle a des cheveux longs, noirs. Et il décrit qu'elle est comme ça. Alors, parce qu'on ne va pas bien voir la caméra, mais genre ses mains, ils sont en l'air comme ça. Elle est comme ça. Et que tout autour d'elle, il y a des bougies. Et elle est au centre de ce cercle-là. Il s'avance un peu comme ça dans la chambre. Sur le mur, il y a un grand cercle avec une grande étoile, là, vous savez, comme dans Charme, des trucs des sorciers, là, avec des chiffres et des lettres en arabe. Et la fille qui est là et qui est comme ça, et qui se balance comme ça, et qui chante en même temps. Une image d'horreur. Ayman, quand il nous raconte cette histoire et quand il la raconte à l'imam, il lui envoie les audios que je vous ai traduits et que je vais vous mettre, qui décrivent la scène et ce qu'elle était en train de chanter. Donc Ayman, dans cet audio, il va chanter en turc ce qu'elle était en train de chanter et il nous traduit en arabe la signification de tout ça. Cappuccino, cappuccinette, n'hésitez surtout pas. Je vous le conseille même de mettre pause au moment des dialogues pour bien avoir le temps de lire et bien comprendre l'histoire, c'est très important. طبعا ترجمة الكلام الذي كانت تحكيه أو تتمتمه أو تغني هو كانت تقول التالي: عذاب جهنم صعب لا يحتمل، عذاب جهنم صعب لا يحتمل، هل رأيتم حيوانات تتعذب؟ هل رأيتم حيوانات تتعذب؟ والله العظيم مو بس كذا، الحين بقول لك الباقي. هذا تسجيل أخونا أيمن لما كان يسمع هالبنت أمام عينه. Vous avez entendu? 2h30 du matin. Oh my god, aucun bruit. T'étais au fond d'un couloir, t'étais la chambre la plus éloignée d'un hôtel qu'on peut facilement décrire de cauchemardesque. T'as elle qui sentent des paroles qui veulent rien dire ou qui veulent dire des choses. Et donc là, Ayman, il dit qu'au bout d'un moment, la petite, elle va s'arrêter. Elle va arrêter de chanter. Elle va se remettre debout. Elle va se mettre debout, elle va se lever. Et lever sa tête. Et il dit que c'était comme si, en fait, il a eu l'impression que elle savait pas qu'il est en train de l'observer. Parce que quand la petite, elle va lever comme ça sa tête, et voir que Ayman est là sur le seuil de la porte de la chambre et qu'il la regarde et qu'elle a l'air apeurée et tout ça, il y a un truc étrange qui va se passer,
c'est que la petite va paraître plus apeurée que Aymen. Donc là, il comprend pas. Donc elle commence, la petite, à trembler, à reculer, à être pas bien. Il faut savoir que là, il nous dit que quand elle a relevé sa tête, lui, il s'attendait à ce que son cœur il s'arrête, à découvrir un visage flippant d'un autre monde. Mais en fait, il dit que c'était un visage tout à fait normal d'une petite fille qu'on peut croiser tous les jours. Il va encore nous faire une audio qui va décrire en fait la scène de quand elle le voit et du dialogue qu'il y a eu entre elle et lui. Cappuccino, cappuccinette, n'hésitez surtout pas. Je vous le conseille même de mettre pause au moment des dialogues pour bien avoir le temps de lire et bien comprendre l'histoire. C'est très important. والتسجيل طويل شوي بحدود الدقيقة وشوي. أنا ماني حاب أقطع هالأمر عنكم واسمعوا كلام هالشاب أيمن. اسمع. طبعا نهضت على أقدامها والتفتت لي. أنا مرعوب منها أساسا، وابتدت تقول لي قالمة 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 عربتي جيت قالمة عربتي. يعني تبي تقول لي لا تجيش ارجع يا عربي ارجع يا عربي. أنا أساسا مرعوب منها. تراجعت لورا واتكلم معها وأقول لها كوركما مراكتمي بان سنين زرمة كوركما لطفا. وهي مصممة على قالمة وأنا أحاول أهديها. أنا أقول لها كوركما مراكتمي بان سنين زرر ألماس زرر ألماس. قلت لها لا تقلقيش لا تخافيش مستحيل يجيك ضرر مني. فاقتربت إلى عند باب الغرفة اللي هي فيه ومسكت الباب. بدأت تقرب عليه وابتدت تقول لي بالطريقة هذه كارادينيزتي أولي جاكسون سنين إيشين بورودان كاشيتشيوك جيت عربجي كيت كاندينا كوردار. يعني الترجمة قالت لي سوف تموت في البحر الأسود. ما بيش لك مهرب من هنا. يعني ما في لك أي مهرب من المكان هذا. روح يا عربي روح حاول انقذ روحك. والله العظيم يلا. سمعت التسجيل وما حبيت أقطع شيء وحبيتها بصوته هو. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez lu, vous entendez sa voix, son émotion, sa peur quand il raconte le pauvre. Aymen, là, il dit que, bon, il a commencé vraiment à avoir peur, il a commencé vraiment à paniquer. Et là, quand il voit vraiment que ça y est, elle est vraiment proche de lui, comme quand il a dit dans l'audio, parce qu'elle venait vers lui, quand il a commencé à voir ça, en fait, l'instinct, et il fait une chose qui est tout à fait normale, c'est qu'il reprend vite la poignée de la porte et qu'il tire la porte, et qu'il ferme la porte comme ça. Et il dit que là, il n'entend plus rien. Et il prend quand même 5 minutes de réflexion. Et il décide quand même de rouvrir cette porte. Il la réouvre comme la première fois. Très violemment, il pousse la porte et il recule. Mais cette fois, il n'y a rien. Sauf que quand je dis il n'y a rien, c'est vraiment il n'y a rien. Il n'y a plus la tonne de bougies qui faisait le cercle. Il n'y a plus le dessin sur le mur. Et il n'y a plus surtout cette petite fille. Donc là, Aymen, il est vraiment pas bien. Il rentre dans la chambre tout doucement. Et en même temps qu'il rentre dans la chambre, il nous dit qu'il était en train d'appeler la petite fille en disant en turc « Eh oh, petite, tu es où? Eh oh !» Franchement, il dit que même lui, en fait, il ne sait pas pourquoi il la rappelle. Est-ce que c'est pour conforter son esprit de « non, j'ai pas rêvé » ou c'est parce qu'il est désespéré? Même lui, il ne sait pas. Et là, qu'il va sentir, juste là, sur son cou, un souffle
une respiration forte avec une odeur pestilentielle, horrible. Il a envie de vomir, il a des hauts le cœur, mais surtout là, la respiration, elle est là, elle est collée. Et il faut savoir que Ayman, il faisait 1,80 m, il était grand. Donc quand même, il se retourne et là, cauchemar, il tombe sur la petite fille. Sauf que c'était plus la mignonne petite fille apeurée qu'il avait vue la première fois quand il avait ouvert cette chambre. Non, là lui faisait 1,80 m. Il est incapable de nous dire la fille tellement elle était haute en fait. Et surtout, son visage n'était plus son visage, n'était pas du tout humain. Ses yeux montraient char, c'est-à-dire la méchanceté, que je vais te faire du mal. Et là, Ayman qui commence à hurler, et elle aussi qui hurle. Et Ayman dit ses cris, en fait, il avait même plus la force, le pauvre, de vouloir résister. Il essayait, le pauvre, de réciter les sourates, mais que tout se mélangeait, que tout se perdait, qu'il avait même plus la force. Il n'avait pas perdu la foi, mais il avait plus la force. En fait, il était perdu, Et qu'elle hurle, et sa tête et les lumières qui crépitent, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument. Le pauvre, il n'a pas supporté. Et ni vous, ni moi, on aurait supporté de vivre quelque chose comme ça, et que Dieu nous en préserve de vivre un moment comme ça. Bah, le pauvre, c'était tellement pour lui que Yurma allait, qu'il s'est évanoui. Donc là, le lendemain, quand il se réveille, bah, il est 18 h. Et il n'est pas bien, il est fatigué. Tout son corps lui fait mal, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment, en fait, il s'est évanoui. Il se rappelle qu'il s'est évanoui dans la chambre. Et il n'arrive pas à s'expliquer comment il s'est retrouvé sur le canapé du salon. Il sait qu'il a vécu un grand traumatisme et un grand phénomène paranormal. Il sait que ce qu'il a vu, c'était pas des humains, c'était pas une humaine, c'était quelque chose de l'autre monde. Donc il est vraiment choqué, il est vraiment apeuré, mais il se dit pas, vas-y, je quitte l'hôtel. Non, le mec, il lui reste une nuit. Il se dit qu'il n'a pas d'autre solution, qu'il est 18 h, plus de 18 h, qu'il ne trouvera pas autre chose à faire, un autre hôtel, je veux dire. Donc, bah, il va décider de passer cette dernière nuit, cette dernière journée là-bas, en espérant que rien encore de traumatisant ne lui arrive. Ici, je vais regarder la télé, je vais regarder des dessins animés, et tout ça là, ça va s'effacer de ma mémoire, et rien ne va arriver aujourd'hui. De toute façon, je m'endors pas. Même si je dors pas, je préfère, j'ai pas envie de rester dans le salon à côté de cette chambre là, je préfère aller m'enfermer dans la mienne. Et quand il rentre dans sa chambre, il se dit, j'ai une envie pressante, je vais faire mes besoins et après je me mets dans le lit. Dans cette salle de bain là, il y a énormément de miroirs. Et tout en lavant ses mains, sent qu'il ne doit pas quand même regarder dans le miroir, parce qu'il sent une présence, mais il n'a pas envie de voir, il n'a pas envie de savoir. Donc il continue à se laver les mains, mais il se sent plus oppressé et il sent plus une présence comme si qui est en train de s'approcher de lui. Il y a quelque chose qui lui dit, lève ta tête et regarde dans le miroir. Et là, quand il va lever sa tête et regarder dans le miroir, il va voir la petite fille. Donc là, le pauvre, il est là, tout seul, le soir, tard, il va se mettre à hurler. Il sort de la salle de bain en courant, il va dans la chambre, il ferme à clé, il se met dans son lit, il monte ses jambes comme ça, et il reste, le pauvre, le micro, il reste comme ça. Là, il dit qu'il se balance, qu'il est prostré dans le lit, qu'il pleure, qu'il crie. Il veut ses parents, il veut retourner au Yémen, il veut un miracle et sortir de cette chambre d'hôtel et de s'éloigner de cet hôtel. Et il dit que là, pour bien enfoncer le clou et faire monter le degré de la peur au maximum, eh ben, toutes les lumières de la chambre vont s'éteindre. واسمع صوت البنت برا الغرفة قاعد يناديني. بسمعكم آخر تسجيل الأيمن، حتى من كثر ما كان وهو متأثر
بكى وما لومه في هالأمر، لأنه يمكن ما حد يحس باللي عاشه هالرجل هذا إلا اللي عاش هالأجواء. وهي تنادي الآن قد سنة عربتي ويانما عربتي. يقول هذا صوته بهالطريقة. والله العظيم والله العظيم إنها بالطريقة هذه تناديني، أقسم بالله إن أنا حاسس الآن وكأننا عايش في هذه اللحظات. ترجمة الكلام لما كانت تناديني كانت تقول يا عربي تعال عندي، يا عربي لا تنام، يا عربي لا تبكي. Vous êtes choqués. J'étais comme vous. Quand il raconte, il revit le moment comme si c'était tout de suite là qu'il était en train de vivre ça. Donc il est ému. Et même l'imam, il dit mais c'est humain. C'est parce qu'en fait, personne ne peut supporter ça en fait. Et elle qui s'amuse à lui dire ya Arabi, ta'al andi. C'est vraiment horrible. Moi, je serais morte, je serais plus là pour vous raconter des story time, hein, qu'on soit d'accord. Mais lui, qu'il en soit sorti comme ça, sans être devenu fou, tout simplement, ça me laisse sans voix. Il reprend son récit et il dit que voilà, il l'entend, elle est dans le salon qui chante Ya Arabi, nanana, Ya Arabi, avec ce rythme-là, cette intonation-là, c'est pour bien le mettre en rasera, le mettre dans la peur et tout. Et il est là dans le lit, il pleure, il ne sait pas comment faire et il jure que il a entendu une voix. Il ne sait pas si elle était près de lui, si c'était dans sa tête, il ne sait pas, mais lui dire lève-toi, reste courageux, tu n'es pas tout seul, Dieu il est avec toi, ouvre la porte de cette chambre, va au milieu de ce salon et fais l'adhan. Ça veut dire l'adhan, c'est l'appel à la prière. Va faire l'appel à la prière. Il a pris ça comme un grand signe et il s'est senti plus seul. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il ouvre la porte. Et il y avait encore cette musique, mais il cherche de ses yeux, il la voit pas. Et il commence à faire l'adhan fort, vraiment avec émotion, force, conviction. Il est là, il crie, il hurle, il hurle, il hurle, il hurle, il hurle. Et plus il hurlait, et plus la voix de la démon n'est pas diminuée, jusqu'à ne plus l'entendre du tout. Et là, Ayman, il respire, et il remercie Dieu, et il respire, et il s'assoit sur le canapé, et là il lâche tout. Il pleure, il pleure, il pleure, il prend la télécommande, il met une chaîne de Coran, et il laisse, et il reste éveillé comme ça, jusqu'aux premières lueurs du matin. Il y a un autre cauchemar qui va commencer, c'est que il n'a plus envie de sortir de l'hôtel, qu'il a rajouté des jours dans cette chambre, qu'il mange plus, qu'il rigole plus, qu'il n'est pas parti faire son inscription, il répond plus à ses parents, à sa famille, il est seul dans cette chambre, sa santé est en train de diminuer, il est tout pâle, il est en train de maigrir, il n'est pas bien, il ne sait pas quoi faire, il est perdu, il veut partir de l'hôtel, il veut quitter l'hôtel, il veut partir à son université, il veut même quitter carrément la Turquie, mais il dit qu'il y a quelque chose dans la chambre qui l'empêche de s'en aller. Il dit qu'il se sentait comme si il avait des chaînes, et quand il veut partir, il y a comme un poids, quelque chose qui l'empêche. Et un matin,
il se lève, mais il reste dans son lit, il n'est pas bien, il veut une solution, mais il n'arrive pas à en trouver, il va en parler, mais il n'arrive à en parler à personne, il n'est pas bien, il commence à pleurer, 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 et il dit que il entend quelqu'un frapper à sa chambre. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans son salon, on était en pleine journée, qui était en train de frapper à sa chambre. Et qui dit « Ayman, viens, je suis venu, j'étais inquiet pour toi. » Et il entend et il reconnaît la voix de son père. Donc là, Ayman, il retrouve toute son énergie. Il se lève de son lit, il ouvre la porte et ouais, il tombe sur son père. C'est son père qui est là et il est content. Et il court, il veut courir vers lui, le prendre dans ses bras et lui dire « Papa, merci d'être venu, papa, si tu savais tout ce qui m'est arrivé, papa, papa, papa. » Et son père, là, il le regarde avec un regard énervé, mauvais, et il le pousse. Et il lui dit « Mais pourquoi tu nous donnes pas de nouvelles? On est inquiets, regarde, tu m'as fait venir. » Et là, Ayman qui lui dit « Mais papa, attends, je sois pas contrarié, je sais, j'ai déconné, mais voilà ce qui m'est arrivé. » Et là, Ayman, il lui raconte tout. Et là, son père qui le regarde et qui l'écoute et qui lui dit « Mais c'est ta faute tout ça. Il fallait pas te mêler, T'as été prévenu. Pourquoi tu voulais pas partir d'ici ?» Et donc là, Ayman, le pauvre, il comprend pas pourquoi son père, il est si énervé, si contrarié que ça envers lui. Au contraire, s'il était inquiet, normalement, quand il l'a retrouvé, quand il l'a revu, il l'enlace, il lui dit on était inquiet, mais il n'y a pas tout ça, alors que Ayman, il dit que son père, c'est quelqu'un qui est hanoun, qui est hnin, c'est quelqu'un qui est gentil, qui a un bon cœur, qui est câlin, qui a peur pour tous ses enfants. C'est un papa gâteau. Et là, il le reconnaissait pas, quoi. Et son père, qui crie, et en même temps qu'il crie, qui retourne dans la chambre, là où la première fois, il a vu la petite fille, et où il y avait les bougies, etc. Et Ayman, il est un peu choqué du comportement de son père, et il sait pas s'il doit continuer, s'il doit aller le voir maintenant, ou lui laisser le temps de redescendre et de se calmer. Mais après quelques minutes de réflexion, il se dit non, mais je vais aller expliquer mieux à mon père ce qui m'est arrivé. Et il dit que là, quand il rentre dans la chambre, il voit son père, mais que les traits n'étaient plus celui de son père, que c'était pas son père au final, que c'était, il sait pas quel démon, entre les démons, et qui était là, avec comme un tambour, en train de taper et chanter une musique qu'il comprenait pas les paroles, et en train de tourner comme ça. Vous savez, en faisant les danses des soufis, et de crier, rigoler, bizarre. Et là, Ayman qui met ses mains sur sa tête et qui crie, qui dit non, et qui commence à réciter du Coran. Et là, il a eu un courage et une force, et il a ouvert la porte de la chambre de l'hôtel et il est parti. Il a traversé la réception, il est parti en courant, sans chaussures, sans rien. Donc là, Ayman le pauvre, il est dans les rues d'Istanbul, perdu, en train de pleurer. Les gens le prennent pour un sans-abri. Quand les gens veulent s'approcher de lui, ils ont peur, parce que voilà, il avait vraiment amaigri, il était tout pâle, on comprend rien de ce qu'il veut raconter, il est sur les nerfs et tout. Et là, il y a un garçon d'origine koweïtienne qui va s'avancer vers lui. Ils ont à peu près le même âge, et il va se mettre à parler avec lui en arabe. Et là, Ayman, il va ressentir une confiance et se sentir avec ce jeune koweïtien en sécurité. Et le jeune koweïtien qui lui dit lève-toi, viens avec moi. Et ça se voit, tu vois, qu'il manque de nourriture, que ça fait plusieurs temps qu'il n'a pas mangé et tout. Il le ramène dans un petit snack à côté.
il lui commande à manger, et là le pauvre Ayman qui se jette sur la nourriture et qui mange et qui boit et tout, et une fois que c'est bon, qu'il a repris un peu des couleurs quoi, le Koweïtien il lui dit écoute mon frère, quand on est dans des pays comme ça étrangers, entre nous il faut qu'on se serre les coudes, et de t'avoir vu comme ça m'a fait mal au cœur. Vas-y, raconte-moi ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive là, parce que tu fais peur à regarder et on sent que ça va pas. Ayman, il va tout raconter du début jusqu'à la fin. Le Koweïtien, il est choqué. Il lui dit bon, tu sais quoi, tu retournes pas là-bas, c'est mort. Tu viens avec moi. Et le Koweïtien aussi, il était étudiant là-bas, mais lui, il n'avait pas une chambre voilà, dans l'internat et tout. Lui, il avait directement un appartement et tout, parce qu'il était issu d'une famille qui était confortablement money. Ayman chez lui, il lui a dit vas-y, va prendre une douche et tout ça et tout. Donc Ayman, le pauvre, il est parti, il a pris une bonne douche. Après là, le Koweïtien, il lui a donné des habits tout beaux, tout propres, tout neufs, et il lui dit tu viens avec moi. Et là, le Koweïtien, où est-ce qu'il l'emmène? Où est-ce qu'il l'a emmené? Il l'a emmené chez l'imam du quartier, et comme Ayman il parlait très très bien le turc, le Koweïtien lui dit vas-y, explique-lui tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu m'as raconté, et lui va trouver une solution. Et là, Ayman, il a tout raconté. Donc là, l'imam il lui a récité dessus et tout, et il l'a soigné. Et quand ça allait mieux, quand l'imam il a fini bien de le soigner, il lui dit ramène-moi à cet hôtel, je veux voir cette chambre. Et là, ils y vont. Et sur le chemin, l'imam il appelle aussi la police. Et donc quand ils arrivent à l'hôtel, il y a les policiers. Et ils montent dans la chambre 133. Et là, quand ils ouvrent la porte, c'est le choc. Ils voient les dessins. Je sais pas comment expliquer ça. Franchement, j'ai pas d'explication. Mais tout avait apparu en fait. Les dessins avec les étoiles, les signes. Ils ont trouvé beaucoup de sorcellerie qui était cachée, beaucoup de choses pour faire de la sorcellerie. Tout était apparu. C'est comme si on dirait c'est Dieu qui voulait que tout ça se soit découvert et que ce soit stop et que ça s'arrête et que ce soit fini. Et là, il y a eu un mandat d'arrêt sur Kefanish. Il a vite été arrêté parce qu'en Turquie, c'est interdit la sorcellerie comme ça. C'est puni très très sévèrement par la loi et tout. Et directement, il a été en prison. Et Ayman, il a mis quelques temps, le pauvre, à se remettre de tout ça. Il a intégré sa fameuse université, mais il n'a pas tenu beaucoup de semaines. Et parce que voilà, le pauvre, et malgré que l'imam il continuait à lui lire, à lui réciter dessus et tout, il continue à faire des cauchemars et il n'arrive pas à oublier le visage de cette fille, à oublier cette musique, à oublier, voilà, tout ça, ça lui est encore trop ancré dans la tête, c'était trop ancré dans sa tête. Donc ce qu'il décide de faire, c'est de faire un break. Il avait tout expliqué à sa famille ce qui lui était arrivé, et il les appelle, il leur dit écoutez, je vais rentrer au Yémen, là j'ai besoin d'être auprès de vous et de me remettre de tout ce que j'ai vécu. Donc là, son père, il lui dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il rentre. Donc là, une fois qu'il est rentré auprès de sa famille, auprès de ses frères et sœurs, il se sentait mieux. Il se sentait en sécurité. Son père, il l'a amené chez un bon imam qui l'a bien soigné. À côté aussi, il est parti chez un psychologue pour essayer, voilà, d'enlever tous ces traumatismes-là, et ça l'a beaucoup aidé. Et au bout d'un certain temps quand même, voilà, il va mieux, il a repris du poil de la bête. C'était le Ayman drôle, bon vivant, qui a de l'ambition, qui était revenu à lui. Et il va voir son père, il lui dit c'est bon papa, je me sens mieux, Dieu merci. Voilà, j'ai envie de retourner en Turquie et de finir mes études et de refaire ce que ça veut dire, de monter ta tête, que tu sois fier de moi, de te rendre fier avec maman, et voilà, de ramener le diplôme quoi. Et là son père il lui dit il n'y a pas de problème. Donc il retourne en Turquie,
il avait gardé des bonnes relations. C'est jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est son meilleur ami le koweïtien, parce que c'est lui en fait qui l'a aidé. C'est grâce à lui que, alhamdoulilah, on va dire, ce Dieu l'a mis sur son chemin et qu'il a eu une fin voilà, heureuse et non une fin qui aurait pu être très facilement catastrophique. Donc voilà, il est retourné en Turquie, à Istanbul. Et voilà, il a étudié, il est très bien. Aujourd'hui, il habite encore en Turquie, il s'y est installé. Il a une fiancée qui est d'origine turque. Et plus jamais il dit qu'il a revécu de phénomènes paranormaux tels que celui-ci. Et que c'est que là, en fait, qu'il s'est rappelé de la musique et de la petite fille. Mais que sinon, il n'y pensait jamais. Mais qu'il avait vraiment envie de partager son expérience paranormale avec nous. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. خفف من الغيرة علي قلب غيرك ما هو. Si vous saviez comment j'avais hâte d'arriver à vendredi et de vous proposer cette vidéo, cette histoire de ouf avec cet audio, moi franchement, si j'aurais été à la place de Ayman, franchement, je vous le dis en toute franchise et honnêteté, je ne serais pas là aujourd'hui à vous raconter cette story time. Je serais morte. Pas quand la douche, non, quand j'aurais vu la petite fille assise dans le cercle là avec les bougies. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi, je prends plaisir à aller vous chercher des histoires avec des sensations telles que celle-ci, avec des pépites. Celle-là, le plus, c'était que là, on a la voix de celui qui a vécu la chose, qui nous raconte et qui nous fait vraiment vivre le truc. Je sais que vous avez ressenti... Ah, message. Je sais que vous avez ressenti en entendant les audios comme si c'est vous qui étiez Ayman. Écrivez en commentaire Ayman et la Turquie. Voilà, il n'oubliera vraiment pas sa première fois en Turquie. Je pense qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Je vais vous demander juste, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. Cappuccino, cappuccinette. En tous les cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous trouver cette vidéo. Et j'espère vous en trouver encore beaucoup d'autres. Voilà, qui feront de vos vendredis soirs des moments creepy, thread, horreur, des moments yalatif. En tous les cas, je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain si Dieu le veut. Gros bisous.